Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose en cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion, ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur l'alimentation. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens quand même à préciser que le but de cette série n'est ni de faire culpabiliser les consommatrices, ni de dénigrer les travailleuses de l'alimentaire. Pour être très honnête, j'ajouterai que je connais personne dans ce secteur d'activité. Alors pourquoi faire cette série d'épisodes ? D'abord parce que j'adore manger, tester de nouvelles recettes, de nouveaux produits. Ensuite parce que j'ai pas l'impression qu'on questionne réellement nos habitudes alimentaires. Pourtant, la nourriture, elle est omniprésente dans nos vies et analyser ce qu'on mange, ça me paraît assez légitime. Le but là, c'est pas de réduire l'alimentation à des pratiques individuelles. Ce que je veux, c'est comprendre les logiques structurelles ainsi que les impacts sociaux, écologiques et sanitaires de ce que l'on mange. Enfin, parce que je veux partager des alternatives plus vertueuses pour les travailleuses, les consommatrices et l'environnement. Voilà les grandes lignes, et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple, c'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes ? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans ? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Cette année, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'année de la mer. Et oui, pour préparer l'accueil en juin de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, la France a décrété que 2025 était l'année de la mer. En vrai, ça veut pas dire grand-chose. C'est plutôt du greenwashing, mais ça me donne une bonne raison de parler de l'océan, des poissons et de la pêche. L'océan, il recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. De par sa continuité, c'est une immense étendue d'eau complètement interconnectée, et c'est pour ça que je vais plutôt parler de l'océan au singulier. Commençons par un point de biologie, parce que ça sert à quoi en fait l'océan ? Déjà, l'océan, c'est le plus grand puits de carbone du monde. En d'autres termes, il stocke du CO2. Depuis les années 80, on estime que l'océan, il absorbe entre 20 et 30% du CO2 émis par les activités humaines. Ensuite, l'océan, c'est le principal poumon de la planète puisqu'il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Enfin, l'océan, c'est le principal régulateur climatique. Il absorbe environ 90% des excès de chaleur liés aux activités humaines, stockant bien plus de chaleur que les surfaces de glace ou les continents. De plus, l'océan y restitue cette chaleur de manière plus lente que les continents. En d'autres termes, l'océan profond, il a un rôle considérable dans les capacités de stockage et de relargage de la chaleur, ce qui en fait un véritable modérateur des variations climatiques. Toutefois, cet équilibre, il est plus que fragile et, comme le dirait Adélaïde Charlier, cofondatrice du mouvement écologiste Youth for Climate, cet équilibre, il pourrait bientôt se rompre. Vous avez sans doute entendu parler des activités humaines et de leurs conséquences néfastes sur les écosystèmes. Peut-être même que vous avez entendu dire que ces activités humaines, elles émettent toujours plus de CO2. Et du coup, l'océan, il absorbe constamment de plus en plus de CO2. Cette absorption massive et croissante, elle modifie la composition chimique de l'eau. Résultat, des eaux avec toujours moins d'oxygène et des effets délétères sur les écosystèmes marins. Déstructuration des chaînes alimentaires, hypersalinisation de certaines zones, détérioration des récifs coralliens, risque de submersion marine, mais aussi acidification des eaux de surface, érosion côtière, intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, multiplication des canicules marines, etc., etc.
En plus de tout ça, le réchauffement des océans, il pousse les poissons à constamment remonter vers le nord. En 2020, la FAO estime que les poissons remontent en moyenne de 72 km tous les 10 ans. D'ailleurs, en parlant de poissons, parlons de biodiversité marine. La biodiversité, pour faire simple, c'est l'ensemble des relations établies entre les êtres vivants avec leur environnement. La biodiversité marine, elle est très particulière. Seulement 13% de l'ensemble des espèces vivantes ont été décrites, c'est-à-dire identifiées, étudiées et nommées par les scientifiques. Et la connaissance des micro-organismes marins, elle n'est que très superficielle. Bref, pour résumer grossièrement cette partie biologie, on dépend tous de l'océan, que ce soit directement ou indirectement. En plus, s'intéresser à l'océan en tant que française, je pense que c'est vraiment important parce que la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale en termes de zone économique exclusive après les États-Unis. La zone économique exclusive française, abrégée ZEE, c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est plus de 16 fois la superficie de la France. Cette ZEE, elle se situe à 97% autour des territoires ultramarins présents dans la majorité des océans du globe. La ZEE française, c'est aussi 45% de la ZEE de l'Union européenne. La France, c'est donc la première puissance maritime de l'Union européenne, loin devant le Danemark ou le Portugal par exemple. Ainsi, on pourrait s'attendre à d'importantes initiatives françaises pour protéger les pêchereuses et la biodiversité marine. Pourtant, il n'en est rien. Par exemple, entre 1983 et 2013, le nombre de navires de moins de 12 mètres s'est fortement réduit. Oui, parce que la pêche et les pêchereuses, c'est pas un bloc homogène, surtout en France. Il existe énormément de façons de pêcher, tout dépend de la taille des navires et des méthodes de pêche utilisées. Il y a par exemple ce qu'on appelle la petite pêche. Souvent côtière, elle est socialement, culturellement et économiquement fondamentale pour nos territoires côtiers. Au niveau européen, elle est définie par des navires de moins de 12 mètres de long et des engins de pêche passifs, aussi appelés engins dormants ou statiques. Au niveau national, par contre, la petite pêche, elle est définie par des navires de moins de 25 mètres de long avec un armateur embarqué. Il existe 2 méthodes de petite pêche importantes. D'abord, la pêche à la ligne, que ce soit ligne de traîne ou à la main, qui consiste à mettre un hameçon avec appât au bout d'une ligne. Cette pêche, elle peut se pratiquer des eaux côtières peu profondes jusqu'au large. Ensuite, on a la pêche au casier, pratiquée dans les eaux côtières peu profondes, qui consiste à attirer les poissons dans une structure rigide recouverte d'un filet. Bloom évalue ces 2 méthodes comme ayant un faible impact. De plus, dans les 2 cas, les espèces non ciblées peuvent être relâchées vivantes et en bon état. Bref, pour vous donner quelques chiffres, la petite pêche, ça correspond à 70% des navires français, 52% des emplois du secteur, mais seulement 22% des captures. Mais alors, d'où viennent la majorité des poissons que l'on consomme ? Probablement de la pêche industrielle. Les méthodes de pêche industrielle, elles sont assez diverses. On a par exemple le chalut de fond, pratique légalisée dans un contexte de vide juridique et qui consiste à plaquer un gros filet au fond de l'océan. Une fois dans le piège, les poissons sont écrasés et de nombreuses espèces non ciblées sont capturées. Pratiquée en eau profonde, cette méthode elle illustre parfaitement l'épuisement des ressources marines dans les eaux de surface. Dans le même style, on a le chalut pélagique, un grand filet tracté dans l'eau, et encore une fois, les poissons sont écrasés et de nombreuses espèces non ciblées sont capturées. On a également la drague, un grand filet métallique équipé de pics qui est traîné sur les fonds marins et qui littéralement laboure le sédiment. Encore une fois, les poissons sont écrasés et de nombreuses espèces non ciblées sont capturées. On a aussi la seine démersale, aussi appelée seine écossaise ou seine danoise. Cette pratique, elle a été présentée comme une pêche technologique vertueuse et vous allez voir, c'est assez surprenant. La seine démersale, c'est un gros filet qui est déployé au fond de l'océan et qui émet des vibrations, effrayant et piégeant les poissons par la même occasion. Encore une fois, les poissons sont écrasés et de nombreuses espèces non ciblées sont capturées. Cette pratique, elle a une empreinte spatiale gigantesque. En gros, 5 seineurs, donc 5 navires équipés de seine démersale, ratissent quotidiennement une surface équivalente à Paris. Dans la Manche, il y a environ 75 seineurs, alors imaginez les dégâts. En mai 2022, les pêchereuses françaises et anglaises ont conjointement manifesté au milieu de la Manche pour protester contre cette pratique dévastatrice. Je vous invite d'ailleurs à voir les photos de cette rencontre sur le site de Bloom, c'est assez étonnant. D'ailleurs, cette méthode de pêche est déjà interdite en Aquitaine et en Bretagne, alors pourquoi ne pas généraliser ça ? Enfin, on a
la scène sur dispositif à concentration de poissons, abrégé DCP. C'est un radeau qui se prolonge sous l'eau par des filets et qui est aussi équipé de sonars indiquant lorsqu'il est économiquement intéressant d'aller récolter le poisson. Encore une fois, vous connaissez la chanson, cette méthode, elle capture de nombreuses espèces non ciblées. Et en 2017, 78% des prises de la flotte française provenaient de DCP. Voilà, on sait maintenant d'où vient la majorité de notre poisson. Le chalut de fond, le chalut pélagique, la drague, la scène démersale et le DCP, ce sont, selon Bloom, des méthodes à fort impact. En effet, destruction des forêts marines, libération du CO2 emprisonné dans le sédiment marin ou effondrement de la biodiversité marine, ces pratiques, elles ont des conséquences catastrophiques. J'ouvre une parenthèse pour vous parler rapidement de 4 méthodes définies par Bloom comme ayant un impact ambigu sur la biodiversité. On a d'abord la scène sur banc libre. Problème, elle est souvent utilisée sur les mêmes navires que les DCP. Ensuite, on a la palangre dérivante en surface ou de fond et les filets calés. Le problème de ces méthodes, c'est que plus les structures sont laissées longtemps à l'eau, plus les espèces non ciblées capturées sont rejetées mortes. Enfin, étonnamment, on a la pêche à pied qui, utilisant des râteaux ou des bêches pour fouiller le sédiment, a un impact non négligeable sur l'environnement. Voilà, je ferme la parenthèse. La petite pêche, elle a donc de nombreux avantages. Les méthodes de pêche sont généralement plus douces, les volumes de capture plus faibles et les poissons sont mieux valorisés. C'est tout bénef pour les pêcheuses, les consommatrices et la planète. Certaines critiquent toutefois la définition française de la petite pêche. Avec ces normes différentes, elle s'accorde difficilement avec les standards globalement acceptés. Certaines souhaiteraient ainsi se tourner vers une définition plus large de la petite pêche qui prendrait en compte les techniques de pêche, la qualité du poisson, etc. Cependant, il faut garder en tête que la pêche industrielle, c'est la première source de capture française. C'est d'ailleurs pour ça que certaines définissent la pêche comme la première source de destruction des écosystèmes marins. En effet, je le répète, la grande majorité du poisson français est capturé de manière industrielle. Ce modèle productiviste et extractiviste, il engendre une surexploitation des espèces marines. En d'autres mots, ce modèle, il engendre de la surpêche, c'est-à-dire qu'on pêche plus que ce que les écosystèmes sont capables de produire. Pour vous donner une idée, dans l'Atlantique Nord, on estime à 90% la réduction de l'abondance des espèces prédatrices depuis 1900. Dans la mer du Nord, c'est 99% de la biomasse des poissons pesant plus de 16 kg qui a disparu depuis le début du XXe siècle. Ainsi, les espèces marines, elles n'ont pas le temps de se reproduire et de se régénérer. Les conséquences sont environnementales, économiques et sociales. Les eaux se vident, les écosystèmes s'effondrent, les petites pêcheuses peinent à vivre de leur travail et le nombre d'espèces menacées ou disparues ne fait qu'augmenter. En 2015, par exemple, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, indique qu'entre 7,5 et 28,1% des espèces européennes de poissons sont menacées d'extinction. Pourtant, en 2021, 23% des captures françaises provenaient de poissons surpêchés et 2% de poissons ayant atteint un niveau critique. Cette surexploitation des ressources, elle est catastrophique. En 2020, la FAO, elle estime que 3/4 des stocks de poissons sont pleinement exploités ou même surexploités. La France, elle a un rôle important dans tout ça parce que c'est le 3e État de l'Union européenne en termes de volume de capture. Et en fait, la domination de la pêche industrielle dans le secteur, ainsi que la normalisation de la surpêche comme pratique, c'est le fruit de choix politiques. La pêche industrielle, c'est 20% de la flotte mondiale, mais c'est 80% des subventions publiques. Pour reformuler, les subventions publiques, elles sont l'une des principales causes de la surpêche mondiale. Une subvention, c'est une contribution financière accordée par un État ou un organisme public à un organisateur privé et conférant à ce dernier un bénéfice. Une subvention, elle peut être directe, c'est-à-dire transférée du fonds public à l'opérateur privé, ou indirecte, lorsque la puissance publique renonce à certains prélèvements. Au niveau mondial, on estime que la pêche représente 35 milliards d'euros de subventions publiques par an. C'est en gros plus que le PIB de l'Islande. Dans ces 35 milliards, plus de la moitié encouragent la surpêche et près d'un quart sont des aides au carburant. La pêche industrielle, notamment la pêche à chalut et la pêche à scène de fond, elle est complètement dépendante des subventions publiques. Une étude des comptes de la Scapèche, qui est la plus grande flotte de chalutiers profonds française, bref, une étude des comptes de la Scapèche a montré que sans subvention publique, les flottes de la Scapèche seraient déficitaires. On peut donc, légitimement, se poser la question de la rentabilité de ces pratiques destructrices.
Pourquoi est-ce que 1 kilo de ressources pêchées par des chaluts ou des scènes de fond serait subventionné entre 50 et 75 centimes d'euros, alors que 1 kilo pêché grâce à une autre méthode ne serait subventionné que environ 30 centimes d'euros. Surtout que la pêche au chalut, pélagique notamment, elle génère 10 fois moins d'emplois par tonne débarquée que la pêche aux engins passifs. Pourtant, la pêche au chalut, pélagique notamment, elle reçoit 7 fois plus de subventions par emploi que la pêche aux engins statiques. Bref, ce qu'on comprend là, c'est que la rentabilité de l'ensemble de la petite pêche et ses engins passifs, elle ne dépend absolument pas de financement public. Par contre, la pêche industrielle et notamment la pêche au chalut, si. Malgré son coût social et environnemental non négligeable, la rentabilité artificielle de la pêche industrielle, elle est financée par les puissances publiques et supportée par les contribuables. C'est donc un non-sens économique, social et écologique. En plus d'être incohérente avec des objectifs de développement durable, ces subventions sont également très opaques. Personne ne les répertorie vraiment et donc personne n'est en mesure de savoir clairement qui verse quoi, à qui et à quel titre. Une solution serait, évidemment, d'améliorer la transparence de ces subventions tout en interdisant celles considérées comme néfastes pour l'environnement et les travailleuses. Avant de passer à la prochaine grande partie sur l'organisation des pêcheuses et l'Union européenne, je voulais faire une parenthèse sur les dauphins. Parce que oui, en France, on ne mange pas les dauphins, normalement, et pourtant, le dauphin et le marsouin commun sont menacés d'extinction au niveau régional. En fait, depuis le début des années 2000 et surtout depuis 2017, le niveau des captures accidentelles des cétacés, notamment les plus petits, inquiète la communauté scientifique. Chaque année, dans le golfe de Gascogne, on estime qu'environ 10 000 dauphins et marsouins meurent de manière prématurée. Selon l'Observatoire Pélagis, qui suit l'état des populations de mammifères marins, oiseaux de mer et autres espèces marines de grande taille, 90% des dauphins retrouvés morts sur les côtes françaises sont victimes de filets de pêche. Et c'est seulement la partie émergée de l'iceberg puisque l'Observatoire Pélagis, il estime que pour 1000 échouages visibles, entre 5 000 et 10 000 dauphins et marsouins meurent en mer de façon, entre guillemets, invisible. En 2023, l'État il est condamné par le Conseil d'État à mettre en application les recommandations des scientifiques. L'idée, c'est de fermer les pêcheries à risque 4 mois par an. Et d'après vous, que fait l'État ? Des dérogations pour ne réellement interdire la pêche que pendant 1 mois. Après une remobilisation des ONG, le Conseil d'État il interdit finalement les dérogations et en 2024, on estime que les captures mortelles de mammifères marins ont été divisées par 4. On peut ainsi se demander si cette interdiction temporaire, elle pourrait pas devenir la norme et si oui, quelles sont les compensations nécessaires pour indemniser les pêcheuses et leur garantir un revenu de vie digne. Parenthèse fermée, passons maintenant à l'organisation des pêcheuses et à la place de l'Union européenne. De ce que j'ai compris, il y a 4 grands organismes de pêcheuses. Tout d'abord, il y a les comités des pêcheurs qui regroupent le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ce sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public. En gros, leur rôle, c'est d'assurer la représentation des intérêts des pêcheuses qui, en échange, doivent leur payer des cotisations professionnelles. Toutefois, les petites pêcheuses se sentent pas vraiment écoutées ou défendues par ces organes. Décisions prises sans LE, les comités de pêcheurs semblent plutôt servir les intérêts de gros industriels. Ensuite, on a les prud'hommies, organisations non reconnues par le droit européen. Spécificité méditerranéenne, datant du Moyen-Âge, ce sont des institutions corporatistes qui ont principalement un rôle de gestionnaire et d'arbitre. Chaque prud'homie a son propre règlement que les pêcheuses doivent respecter sous peine d'exclusion. Il y a aussi les associations de pêcheuses qui représentent mieux les travailleuses comme France Filière Pêche ou les ligneurs de la Pointe-Bretagne. Enfin, il y a les organisations de producteurs qui sont des structures en charge de la gestion des pêches. Elles s'occupent notamment de la gestion des quotas et de la valorisation du marché. On en compte plus de 200 au sein de l'Union européenne. L'adhésion aux organisations de producteurs, elle n'est pas obligatoire. Néanmoins, sans adhésion, pas de quotas. D'ailleurs, ces quotas et surtout leur répartition est souvent très critiquée par les pêcheuses. Depuis les années 1980, l'Union européenne, elle définit annuellement les quotas de pêche, c'est-à-dire les limites de capture autorisées. Ces quotas, ils sont ensuite répartis entre les différents États membres sous la forme de quotas nationaux, eux-mêmes redistribués aux différentes organisations de production en fonction des
antériorités de capture. Ces antériorités de capture, elles correspondent aux captures réalisées par leurs adhérents entre 2001 et 2003. Oui, 2001 et 2003, aussi vieux que moi. En conséquence, ce système de quotas, il favorise les navires qui ont historiquement pêché le plus, potentiellement en trichant ou en surpêchant. Il attribue des quotas aux plus fortunés et complique l'installation de jeunes pêcheuses. Tout ce système administratif contraignant, il a poussé les pêcheuses à se spécialiser et à perdre en polyvalence. Finalement, les principaux organes de représentation de la pêche française et européenne, on peut dire que 1. En favorisant les grands industriels, ils soutiennent les méthodes de pêche à fort impact, et 2. Ils participent à la compétitivité nocive entre les pêcheuses. Comme je l'ai dit, l'Union européenne, elle a une place super importante dans le secteur, notamment avec la politique commune de la pêche, abrégée PCP. Et est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit peu d'histoire pour y voir plus clair ? En 1957, lors du traité de Rome, qui institue la Communauté économique européenne, la PCP, elle n'existe pas encore, et la pêche, elle relève de la PAC, la politique agricole commune. En 1970, la PCP, elle commence à émerger avec des objectifs purement économiques et productivistes. Une politique commune des structures se met d'abord en place pour garantir l'égalité des conditions d'accès et d'exploitation des eaux européennes, ensuite pour promouvoir le développement du secteur et assurer un niveau de vie équitable aux travailleuses, des aides sont mises en place, et enfin, des normes communes de commercialisation sont définies. Dans les années 70, la souveraineté des eaux européennes est également instaurée. Les navires des pays tiers ne peuvent plus exploiter les zones de pêche des États membres sans avoir, au préalable, conclu un accord avec la communauté et inversement. Dans les années 70, la souveraineté des eaux européennes est également instaurée. Les navires des pays tiers ne peuvent plus exploiter les zones de pêche des États membres sans avoir, au préalable, conclu un accord avec la communauté et inversement. Dans les années 80, un nouveau texte est adopté pour préserver les ressources halieutiques. L'objectif est notamment d'assurer la protection des fonds marins et la conservation des ressources biologiques de la mer. Ainsi, les engins de pêche sont réglementés, par exemple on interdit la pêche au poison ou à l'explosif. Des zones de pêche sont aussi délimitées et des tailles minimales sont fixées pour certaines espèces de poissons. Enfin, en 1992, un nouveau règlement est adopté. Cette fois, l'objectif c'est d'atteindre un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation. C'est donc un tout petit pas vers l'intégration des exigences environnementales. J'ajouterai pour vous donner quelques chiffres que la pêche, l'aquaculture et la transformation des produits de la mer au sein de l'Union européenne, c'est environ 267 000 emplois, 6,3 milliards d'euros de recettes par an et moins de 1% du PIB de l'Union. Passons maintenant au Parlement, aux récentes avancées et au vote des eurodéputés. Pour cela, je vais me baser sur un classement effectué par Bloom et qui a évalué la dernière mandature des eurodéputés françaises. Comme à l'école, Bloom leur a donné une note sur 20. Jordan Bardella, chef de file du groupe Rassemblement National, obtient 3,9 sur 20. C'est l'un des plus mauvais eurodéputés de l'analyse. Il s'est notamment prononcé pour la conservation de subventions nocives à l'environnement et au climat. François-Xavier Bellamy, à la tête du groupe Les Républicains, est le plus mauvais de son groupe avec la note de 5,1 sur 20. Il a notamment soutenu une série de mesures favorisant la pêche industrielle. Ensuite, incapable de défendre concrètement la protection de la nature et des travailleuses, Valérie Hayé, chef de file du groupe Renaissance, obtient la note de 14,6 sur 20. Raphaël Glucksmann, à la tête du groupe socialiste, obtient lui 19,8 sur 20. Lui et les autres eurodéputés de son groupe poussent clairement pour la préservation de l'environnement au sein de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Manon Aubry, chef de file de la France Insoumise, obtient 19,9 sur 20. Et enfin, Marie Toussaint, à la tête du groupe Europe Écologie Les Verts, obtient la note de 20 sur 20, comme la moitié des eurodéputés de son groupe. J'ai maintenant envie de vous parler de deux événements qui me semblent marquants au sein du Parlement européen. Le premier date de juillet 2024. C'est l'adoption par 336 voix contre 300 d'une loi sur la restauration de la nature. Malgré des amendements rejetés et des concessions massives au profit des lobbies industriels, des petits pas sont faits. En effet, l'adoption de l'amendement 15 est considérée comme une victoire pour les mouvements écologistes. Ce texte a notamment pour objectif la protection et la restauration de 20% des écosystèmes marins et terrestres d'ici 2030, ainsi que la protection et la restauration de l'ensemble des écosystèmes en besoin d'ici 2050. L'UICN définit les aires protégées, qu'elles soient marines ou terrestres, comme des espaces géographiques clairement définis, reconnus, consacrés et gérés, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature
ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Pour les aires marines protégées, l'UICN recommande aux États d'établir des réseaux écologiquement représentatifs et connectés, gérés efficacement sur 30% de leurs eaux. L'UICN demande également d'y interdire toute activité industrielle néfaste pour l'environnement. En 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique de Nagoya, les États adoptent un plan stratégique et s'engagent à conserver 10% des zones côtières. En 2021, l'Union européenne revoit cet objectif à la hausse et prévoit de créer 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, dont un tiers strictement protégé. Pourtant, en réalité, seuls 2,9% de l'océan sont fortement ou intégralement protégés au niveau mondial. Au niveau européen, on estime que 86% des aires marines dites protégées sont intensément exploitées par des chaluts de fond ou des seines démersales. En 2019, l'Agence européenne pour l'environnement considère d'ailleurs que 65% des fonds marins prétendument protégés sont toujours en conditions défavorables. On arrive enfin à mon deuxième événement qui se déroule en mai 2022. À ce moment-là, dans le cadre d'un rapport sur l'économie bleue durable, le Parlement européen vote contre l'interdiction du chalutage de fond dans l'ensemble des aires marines dites protégées. Pour vous situer un peu nos eurodéputés préférés, celles appartenant au groupe Renaissance et RN ont voté contre, tandis que les eurodéputés socialistes, insoumises et écologistes ont voté pour. En fait, le problème majeur au sein de l'Union européenne, c'est que c'est la politique du chiffre qui prime sur la protection réelle. En gros, les États membres y font en sorte d'atteindre les objectifs sans interférer avec les intérêts économiques et financiers des grands industriels. Il faut savoir que la pêche industrielle, elle n'est pas automatiquement interdite dans les aires marines dites protégées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des zones de protection renforcée, dans lesquelles la pêche industrielle est vraiment interdite. Toutefois, ces zones de protection renforcée, elles représentent moins de 1% des eaux européennes. Tout ça, c'est particulièrement problématique parce que les aires marines protégées sont essentielles à la régénération des écosystèmes. En effet, la biomasse de poissons y est en moyenne 670% plus importante que dans les eaux non protégées environnantes. Sauvegarder efficacement ces écosystèmes permettrait donc à terme un débordement de biomasse et une reconstitution globale de la biodiversité marine. Est-ce que la France a compris l'importance de ces enjeux écologiques ? Pas vraiment. Au contraire, au lieu de se conformer aux normes internationales, la France, elle évite de définir ce qu'elle entend par aire marine protégée. Dès 2009, les engagements de la France pris sur la scène internationale y sont revus à la baisse. L'objectif de 10% de réserves marines se transforme en 10% de réserves de pêche. En 2016, les aires marines protégées, renommées zones de conservation halieutique, deviennent des outils de gestion qui ne relèvent plus du code de l'environnement, mais du code rural et de la pêche maritime. D'ailleurs, en 2021, en France hexagonale, on estime que près de la moitié de l'effort de pêche des navires de plus de 15 mètres se déroule dans les aires marines dites protégées. Enfin, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le pays se place hors de tout cadre européen. En effet, ne s'appuyant sur aucun référentiel scientifique, la France élabore la catégorie de protection forte qui ne correspond à rien. Le but de cette supercherie à la française, c'est clairement de ne pas contraindre le secteur de la pêche industrielle, notamment la pêche au chalut. Par exemple, malgré une volonté affichée de l'Agence française pour la biodiversité de développer un réseau représentatif de protection forte, cohérent, connecté et représentatif de la diversité des écosystèmes marins français, la réalité, elle est plutôt décevante. La quasi-totalité de ce réseau est située dans les terres australes et antarctiques, évitant soigneusement les zones fétiches des industriels. En effet, dans la Manche, l'Atlantique et la mer du Nord, seul 0,005% des eaux françaises est totalement protégée, alors que 43% des poissons y sont surexploités. Dans la mer Méditerranée, c'est seulement 0,094% de la façade maritime qui est protégée et 83% des poissons qui y sont surexploités. Pour prendre les choses dans l'autre sens, 99,9% des eaux hexagonales restent exploitées par les navires industriels. La France crée ainsi des limitations futiles, des outils de greenwashing qui ne contraignent pas vraiment la pêche industrielle. C'est vrai qu'on a un peu digressé du Parlement européen et des aires marines dites protégées, mais je vais terminer par 2 points. D'abord, quelques recommandations de Bloom pour des aires marines vraiment protégées. Interdiction de la pêche industrielle dans toutes les aires marines protégées, un réseau français cohérent et représentatif des écosystèmes marins, et 10% de zones strictement protégées. Ensuite, pour finir cette partie sur une note encourageante et plutôt positive, je vais vous parler du cantonnement de pêche du Cabourg.
Créée en 2003 par les pêcheuses, la capture de poissons y est complètement interdite. Zone de 445 hectares d'eau, d'herbiers de Posidonie et de rochers situés au pied du massif de l'Estérel, c'est une première au niveau national. En fait, c'est un espace autogéré par une vingtaine de pêcheuses fédérées au sein de la prud'homme de pêche de Saint-Raphaël, et celles-ci ont, acceptant de perdre une partie de leur chiffre d'affaires pour protéger l'écosystème marin, renouvelé l'année dernière pour 10 ans l'interdiction de pêcher dans cette zone. Évidemment, ici, le gros avantage, c'est l'implication directe des pêcheuses. Celles-ci profitent d'ailleurs du débordement de la biomasse hors de la zone protégée. Mais, parce que oui, en fait, il y a un mais, cette organisation, elle manque de moyens. De par son statut autogéré, l'espace y bénéficie d'aucune subvention étatique, contrairement aux aires marines dites protégées. Ainsi, avec un budget conséquent et un personnel dédié à la surveillance des lieux, les bénéfices écologiques seraient, semble-t-il, beaucoup plus importants. Quand j'ai arrêté de manger du poisson, il y a environ 5 ans, mes motivations, elles étaient purement sanitaires. Entre la pollution plastique des eaux et l'idée que nous ingérions environ une carte bleue par semaine, j'avais été dégoûtée des produits de la mer. Aujourd'hui, je mange toujours pas de poisson ou de crustacés, mais mes motivations, elles ont évolué. Peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode. Je reste quand même persuadée que la question de la pollution des écosystèmes marins, notamment à cause du plastique, elle reste fondamentale. Toutefois, ce problème de pollution, il vient majoritairement de nous. Nous, les terriennes, les non-pêcheuses. 80% des déchets marins proviennent d'activités terrestres, et 85% de ces déchets sont en plastique, soit entre 75 et 199 millions de tonnes de plastique. C'est énorme, rien à voir avec les 640 000 tonnes de filets de pêche perdus ou abandonnés en mer chaque année. Pour vous donner une idée encore plus délirante, on estime à 24 400 milliards le nombre de particules de microplastiques flottant à la surface des océans. Malgré des constats alarmants dès les années 70, la prise de conscience de la pollution plastique océanique, elle ne remonte qu'au début des années 2000. À partir de ce moment-là, on réalise l'omniprésence des déchets plastiques dans toutes les mers et océans du globe. Et ce qu'explique Henri Bourgeois-Costa, spécialiste de la pollution plastique à la Fondation Tara Océan, c'est qu'il existe un stock important de plastique accumulé à terre et qui se fragmente petit à petit avant de rejoindre l'océan. En 2015, l'Union européenne, elle met en place une législation visant à réduire la consommation de produits en plastique à usage unique. L'objectif, c'est de renforcer l'usage des plastiques recyclés et de développer le secteur de l'économie circulaire du plastique dans une boucle de proximité intra-européenne. En d'autres termes, l'Union européenne, elle cherche à stimuler les investissements dans les infrastructures de recyclage et à rattraper son retard en matière de compétitivité dans ce domaine. En 2024, l'exportation de déchets plastiques vers des pays non membres de l'OCDE, elle devient interdite. Au sein de l'OCDE, ces transferts y restent autorisés après une procédure de consentement préalable et des audits visant à garantir que ces pays ont la capacité de gérer les déchets de manière durable. Par ailleurs, les déchets plastiques y deviennent également une nouvelle source de revenus pour l'Union européenne. En effet, pour la période 2021-2027, chaque État membre doit verser une contribution de 0,8 € par kilo d'emballage plastique non recyclé. Bref, tout ça pour dire qu'on est tous affectés par la pollution. Les déchets marins posent un véritable problème aux espèces marines qui subissent la pêche fantôme, mais aussi à nous, les humains. En effet, ces déchets servent de support à de nombreux micro-organismes et concentrent une quantité importante de polluants. Leur récupération, techniquement difficile et très coûteuse, rend nécessaire la mise en place d'un plan international. Et, comme l'écrit Henri Bourgeois-Costa, vivre dans un environnement sain et en bonne santé, ça fait partie des droits humains fondamentaux et ça doit nous guider pour définir collectivement quels sont les usages essentiels des plastiques. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, à la partie future de la pêche française et conseils pour mieux consommer, mais avant ça, j'aimerais faire 2 parenthèses. La première concerne la migration. On a parlé des écosystèmes marins, du changement climatique, des pêcheuses, tout ça quoi. Et franchement, c'est super important. Mais je veux rappeler que la mer Méditerranée, c'est la frontière la plus meurtrière du monde. C'est un véritable cimetière à ciel ouvert. Entre 2014 et 2024, plus de 300 000 personnes y sont mortes ou ont disparu. Alors, on entend souvent parler de crise ou de submersion migratoire, mais comme le dispose l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Je rappelle aussi que, article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Ça me paraît être le b.a.-ba, mais bon.
Deuxième parenthèse, c'est le lien impérialiste qu'entretient le secteur de la pêche industrielle européenne avec l'Afrique. Les écosystèmes marins du littoral africain sont en effet majoritairement exploités par des pêcheuses venues d'Asie ou d'Europe. Autrement dit, en Afrique, la pêche, elle est soit de subsistance, soit étrangère. Depuis les années 70, la communauté européenne, depuis devenue l'Union européenne, elle signe des accords, désormais appelés accords de partenariat de pêche durable, avec des pays tiers. Ces traités y prévoient l'accès des navires européens aux eaux de ces pays en échange du respect de normes de conservation et du paiement de contreparties financières. Le but de tout ça, pour l'Union européenne, c'est de réduire la capacité excédentaire de sa propre flotte de pêche domestique. Pour le secteur français, par exemple, ça permet aux entreprises de contourner les réglementations européennes, notamment les plafonds qui limitent le nombre de bateaux. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent Cache Investigation sur le thon. Parenthèse fermée, il est temps de conclure. Quel est le pouvoir des consommateuristes ? Comment soutenir les travailleuses de la petite pêche ? Comment consommer plus durable ? Quel avenir pour le secteur de la pêche ? Après tout ce qu'on vient d'évoquer, je pense que c'est assez légitime de se poser ces questions. De manière assez logique, en tant que consommateuriste, il faut déjà réduire sa consommation de produits de la mer. En moyenne, les Françaises consomment 33,7 kg de produits de la mer par personne et par an. C'est 11 kg de plus que la moyenne européenne, et c'est beaucoup plus qu'une consommation durable qui se situerait plutôt autour de 8 kg. Deuxièmement, il faut se tourner vers du poisson sauvage. On en parlera sûrement davantage dans un épisode consacré au saumon, mais l'aquaculture, elle a un impact écologique et sanitaire énorme. Troisièmement, il faut privilégier les engins de pêche à faible impact. Je rappelle d'ailleurs qu'en Europe, l'affichage des techniques de pêche est obligatoire sur les étiquettes, donc n'hésitez pas à demander. Ensuite, il faut tenir compte des saisons. Et oui, il existe des saisons en fonction des périodes de reproduction. Consommer de saison, ça permet d'avoir des produits de meilleure qualité et de laisser le temps aux espèces de se reproduire. De plus, ça permet de diversifier sa consommation. En effet, de nombreuses espèces de poissons sont encore largement dévalorisées ou méconnues, comme le montre la campagne des ligneurs de la Pointe-Bretagne lancée en 2020. Diversifier sa consommation, ça permet donc d'alléger la pression de pêche sur les espèces les plus convoitées, tout en soutenant le revenu des pêcheuses. Il faut aussi privilégier les circuits courts. Alors oui, quand on n'habite pas en zone côtière, c'est compliqué. 74% du poisson frais acheté par les Françaises provient des hyper et supermarchés. Et franchement, je jette la pierre à personne. Je suis pas là pour vous faire culpabiliser. Je veux juste vous partager les résultats d'un rapport de Bloom pour vous dire où il faut vraiment éviter d'acheter et pourquoi. Publié en 2013, ce rapport y note les 6 plus grandes enseignes françaises sur la base d'un score maximal de 100%. Avec un score de 26%, on retrouve Auchan, qui ne prend aucune mesure spécifique vis-à-vis de la pêche en eau profonde ou des espèces profondes. En avant-dernière position, on a Leclerc avec une note de 19%. Malgré des tentatives de greenwashing, l'enseigne ne met en place aucune politique de développement durable concernant ses achats de poissons. Enfin, en dernière position, avec un score de 6%, on retrouve Intermarché. En effet, le groupe des Mousquetaires, il est activement engagé dans la destruction de la biodiversité marine avec sa flotte, l'Ascapêche. Et oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien la plus grande flotte de chalutiers profonds française. Le groupe des Mousquetaires continue d'ailleurs son travail de lobbying au niveau national et européen pour faire croire à la durabilité de la pêche profonde au chalut. Et si vous voulez essayer d'acheter mieux, vous pouvez vous tourner vers Poiscaille. Inspiré des AMAP ou des paniers de productrices, Poiscaille achète des poissons, coquillages et crustacés en direct des pêcheuses pour proposer aux consommatrices des produits frais, durables et éthiques. Malheureusement, l'initiative n'est pour l'instant disponible qu'en France hexagonale et n'est donc pas accessible à tous. Enfin, il faut regarder les labels et s'en méfier. Les labels qu'on rencontre le plus sont le label MSC, créé à la fin des années 90 par l'ONG WWF et le groupe agroalimentaire Unilever, et l'écolabel Pêche Durable, lancé par France Agrimer dans les années 2010. Ces deux labels, ils soutiennent pas vraiment une pêche économique, écologiquement et socialement responsable et équitable. C'est pour ça que les labels, ils doivent évoluer. Les chercheuses de l'Ifremer travaillent d'ailleurs sur de nouveaux indicateurs de pêche plus durables. Pour cela, ils ont 3 grands critères: halieutique, socio-économique et éco-physiologique. En d'autres termes, les chercheuses tentent d'élaborer de nouveaux référentiels pour tendre vers des produits plus frais, nutritivement meilleurs, qui garantissent le bien-être des travailleuses et qui n'épuisent pas les populations de poissons. Vous l'aurez compris, la pêche, qui représente 1% de notre PIB, elle doit devenir plus durable. Comme tous les secteurs économiques, la pêche, elle a besoin d'une transition.
nous devons repenser nos rapports à la mer et plus généralement aux vivants. Les enjeux sont évidemment écologiques, climatiques, mais aussi sanitaires, sociaux et économiques. Cette transition, elle a besoin de soutien étatique, mais elle a aussi besoin des femmes. C'est ce qu'explique l'association Pleine Mer dans un rapport publié en 2022 que je vous invite fortement à consulter. Depuis les années 90, le nombre d'emplois directs de la pêche, il a été divisé par 3 et le secteur peine à recruter. Améliorer les conditions de travail des femmes sur les bateaux permettrait ainsi, peut-être, de recruter de jeunes pêcheuses. En fait, historiquement, la capture du poisson, elle a toujours été masculine, tandis que les tâches non rétribuées, comme la vente ou la comptabilité, elles ont eu tendance à être attribuées aux femmes. Cette division genrée du travail, qui s'ajoute au travail domestique et reproductif, elle s'est amplifiée avec l'industrialisation de la pêche. Ce qu'il faut donc, déjà, c'est reconnaître le rôle central des femmes à terre, notamment dans la commercialisation du poisson. Ensuite, il est nécessaire de créer des centres de formation ainsi que des programmes plus accessibles aux femmes. Il faut pousser à la formation en dehors du cercle familial, lutter contre le sexisme à bord des bateaux et élaborer des outils de travail adaptés aux femmes. En d'autres mots, il faut donner aux femmes des perspectives pour poursuivre la carrière professionnelle qu'elles souhaitent. Pour lutter contre ce sexisme et cette hiérarchie genrée, Pleine Mer a 2 projets. Le projet Pêche locale, qui établit une charte de bonnes pratiques et qui répertorie les bateaux qui la respectent. Et ensuite le projet Mer de Liens, qui favorise l'installation des femmes en mer en modifiant l'organisation de certains navires. Pleine Mer indique également que l'inclusion des femmes, ça nécessite d'encourager un style de pêche différent, où la qualité prime sur la quantité. Le rapport termine par rappeler que l'exploitation patriarcale des femmes et l'exploitation patriarco-capitaliste des écosystèmes marins, elles sont indissociables. C'est vrai que, depuis le début, j'ai énoncé pas mal de faits négatifs, mais je vous promets, il ne faut pas baisser les bras. Il y a du positif et certaines choses bougent. Par exemple, à l'Assemblée nationale, de petites victoires sont arrachées. En 2023, malgré l'abstention majoritaire des députés Les Républicains et le vote contre des députés Rassemblement National, l'Assemblée nationale vote pour la suspension de l'exploitation minière des fonds marins. Le milieu associatif est également très actif. Bloom, créé par Claire Nouvian, est très active au niveau européen et entièrement dévouée à l'océan et à celles qui en vivent. C'est d'ailleurs majoritairement grâce au rapport et au site web de l'association que j'ai préparé l'épisode. La mission de Bloom est, je cite, « d'œuvrer pour le bien commun, la préservation de la biodiversité, des habitats marins et du climat, en inventant un lien durable et respectueux du vivant entre les humains et la mer. » L'association a 3 grands programmes en cours. Le programme Label, le programme Accord de pêche et le programme Subvention à la pêche. Pleine Mer est une autre association qui, cette fois, regroupe des pêcheuses, des citoyennes, des consommatrices et des chercheuses et qui, je cite, souhaite contribuer à une transition durable de la pêche en faveur des hommes et des femmes qui la pratiquent, des citoyennes et de l'environnement. L'association a d'ailleurs un podcast qui s'appelle La vie de ma mère, disponible sur Spotify et que je vous recommande vivement. En parlant de podcast, je vous conseille également Mission Poséidon, émission très accessible présentée par Guillaume Meurice lorsqu'il était encore sur France Inter. Enfin, des chercheuses développent des concepts super intéressants qui mériteraient d'être utilisés davantage. Le bilan marin par exemple. Élaboré par un groupement de chercheuses de l'Institut Agro, de l'AgroParisTech et de l'EHESS-CNRS, il fait référence au bilan carbone. Le bilan marin permet notamment d'estimer les performances environnementales et socio-économiques des activités marines de manière à mesurer leur impact environnementaux et leurs performances économiques et sociales. Ensuite, il y a le concept de pêche-écologie, développé par Gasquel Didier, chercheur en écologie marine, et qui fait écho à l'agroécologie. La pêche-écologie, c'est une pêche minimisant les impacts sur le climat et le vivant, tout en contribuant à la souveraineté alimentaire européenne, en maximisant les emplois et en offrant des perspectives socio-économiques et humaines dignes. Et en fait, si la pêche industrielle, elle est aujourd'hui devenue la norme, c'est parce qu'elle a toujours été soutenue par les pouvoirs publics. Pourtant, on le sait, l'environnement marin, il a toujours eu un rôle déterminant dans l'histoire de la vie. Encore actuellement, l'océan garde un rôle primordial dans l'évolution de la vie et le climat. Détruire l'océan, comme le fait une poignée de privilégiés, c'est nous condamner collectivement. Il est donc urgent de changer de cap et de soutenir la petite pêche française. Et comme l'État ne semble pas vraiment intéressé, je pense que, en tant que consommatrice, en tant que collectivité, on a un rôle à jouer. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je sais qu'il reste pas mal de choses à dire. Je n'exclus pas de faire des épisodes centrés sur le saumon ou le thon, à voir.
J'espère quand même que l'épisode d'aujourd'hui vous a permis de réfléchir sur votre consommation de produits de la mer et votre rapport au vivant. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode si c'est le cas. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!